Vous avez évoqué, il fallait lire entre les lignes, deux circonstances aggravantes sur cette crise monétaire européenne, je dirais même occidentale, car il n'y a pas que l'euro, même le dollar est une monnaie de singe quelque part. Vous dites que la guerre Russie-OTAN contre l'OTAN et le rejet violent de l'Afrique va contribuer à l'effondrement des deux monnaies. Comment? S'il y a, s'il y a un objet, un instrument qui assure la puissance des États-Unis, ce n'est pas l'armée américaine, ce n'est pas la capacité de l'économie américaine, c'est le dollar. Comment? Le dollar, surtout après Nixon, après la décision de Nixon du 15 août 1971, donc les Américains sont capables d'imprimer autant de monnaie qu'ils veulent pour accaparer les ressources du reste du monde. Et ils ont eu l'astuce de signer un accord, en particulier avec le pays le plus grand exportateur de pétrole au monde, qui était l'Arabie Saoudite. Donc, il y a aussi une petite la responsabilité de l'Arabie Saoudite. Donc, le dollar permet d'accaparer les ressources, les richesses, sans effort. C'est pour ça que les États-Unis peuvent se permettre d'avoir un endettement qui crève tous les plafonds du monde. Parce que cet endettement est en dollars et il suffit, parce que voilà une banque centrale réelle qui peut produire autant de dollars qu'elle veut, ce n'est pas la BCE, pour combler la planche à billets peut fonctionner comme on veut, quand on veut, quoi. Infiniment. Et c'est ce qui se passe. C'est un danger pour le monde. Et nous devons nous protéger de cela, en particulier l'Afrique. Et surtout que, puisque vous avez parlé tout à l'heure des comptes de la BCE, personne ne connaît exactement les comptes de la Fédérale Réserve. Wow. La Fédérale Réserve a été créée en 1913. 1913. Et en travaillant, j'ai découvert qu'en 110 ans d'existence, aucune audite digne de ce nom n'a jamais été faite. Mais bien sûr. Et c'est ce que Rand Paul, le député, Rand Paul, je vous dis qui est Rand Paul, chers téléspectateurs, il est auteur, activiste, physicien. Il a été représentant du Texas à la Chambre des représentants, c'est-à-dire député, de 1976 à 1977, de 1979 à 1985 et enfin de 1997 à 2013. Donc, Rand Paul fustige cette opacité autour de la Réserve fédérale américaine. Oh, mais vraiment, je suis très, très heureux de voir, je ne sais pas combien, si vous avez déjà entendu à la télévision ou bien dans les médias français ou parler de Rand Paul. Peut-être que c'est la première fois. Ceux qui vous entendent devraient vraiment, parce que vous apportez une information là cruciale. Ce monsieur, c'est un médecin. C'est un médecin qui a pratiqué sa carrière de médecin et qui est devenu ce qu'on appelle les libertariens. C'est-à-dire, c'est des gens qui croient vraiment, qui ne trichent pas avec la notion de liberté et qui croient à la notion, comme moi, parce que moi, je me sens un peu proche de lui, parce que pour lui, la monnaie papier, le fiat currency, c'est de la fausse monnaie. Donc, c'est pour ça que je me sens, et je crois qu'il a raison. Alors, peut-être que je ne sais pas si, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois, mais... Oui, une autre fois, je souhaite bien consacrer une émission sur la Réserve fédérale américaine, sur Ron Paul, sur Bernie Sanders, le sénateur Bernie Sanders, qui aurait pu être président des États-Unis, mais j'ai l'impression qu'on a torpillé ses ambitions parce qu'il prenait les mêmes positions que Ron Paul, les mêmes positions que Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche aussi, qui a été emprisonné aux États-Unis parce qu'il avait des idées pour ses idées. Je souhaiterais bien faire des émissions sur ces personnages qui sortent un peu des sentiers battus. J'espère que ce sera avec vous et avec certains autres de vos collègues. Mais expliquez-nous pourquoi les deux circonstances aggravantes, à savoir la guerre Russie contre l'OTAN et le rejet violent de l'Afrique, précipiteront d'abord l'euro et puis peut-être demain le dollar. La guerre Russie contre l'OTAN
montre aux yeux du monde que finalement, les États-Unis et l'Europe occidentale réunie dans l'OTAN, c'est un tigre de papier. Parce que l'on peut dire que la Russie, la Fédération de Russie, est en train de les vaincre. Et est en train de les vaincre sans avoir utilisé toutes ses capacités. Et vous savez que jusqu'ici, les Russes ne parlent pas de guerre. Et ils ont raison, on les accuse, on dit c'est de la propagande. Ce n'est pas la guerre. Une guerre réelle, on détruit tout. On détruit tout, on bombarde, ils éliminent tout. On peut dire que la Russie, la Fédération de Russie, jusqu'ici, a mené une guerre à l'économie. Parce qu'après tout, ils considèrent toujours que l'Ukraine, c'est un peu chez eux, ce sont leurs cousins, etc. Mais cette guerre va faire très mal à l'économie américaine et à l'économie, elle le fait déjà très mal à l'économie européenne, qui est le contraire de ce que l'on prédisait, parce que la Russie, on ne peut pas l'isoler, on ne peut pas la contraindre comme on l'a fait. On parle de sanctions. Le train de sanctions, je crois qu'ils en sont déjà à la 11e souche de sanctions, soi-disant qu'ils ont appliqué contre la Russie. Moi, je n'appelle pas ça sanction, c'est du vol. Ce sont des truands. Parce que si vous saisissez mes avoirs sans respecter un cadre juridique, ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol, en effet. Ça s'appelle du vol. Et surtout venant de pays qui, soi-disant, respectent la propriété privée. Quand vous saisissez les avoirs de pauvres Russes qui n'ont rien à voir avec Poutine, tout simplement parce qu'ils sont Russes, et que vous emparez de leurs biens, c'est du vol. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent de sanctions. Je vais vous ajouter que même les salaires de certains Russes ont été bloqués en France. Salaires. C'est non seulement du vol, c'est du racisme. On ne se rend pas compte à quel point c'est. Je crois que peut-être même les Juifs sous Hitler ne subissaient pas ce que les Russes sont en train de subir. Mais ce qui est amusant, enfin pas amusant, ce qui est désolant, c'est de voir qu'il n'y a pas de réaction dans l'Europe occidentale dite civilisée, dite respectueuse des droits de l'homme, ni aux États-Unis. Il n'y a pas de réaction en mesure pour dire, mais attention, vous dépassez toutes les limites, pour dire à leur gouvernement, vous dépassez toutes les limites. Prenons un Kenyan pour être neutre. Supposons que vous soyez un Kenyan et que le président du Kenya, M. Ruto, fasse une bêtise par rapport à la France et que vous, Kenyans, vous ayez des biens en France. Est-ce que vous trouverez normal qu'on vous saisisse vos biens du jour au lendemain? Non. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les Russes et ce n'est pas moindre affaire. Vous connaissez ce qui est arrivé à ce pauvre Abramovich en Angleterre. Obligé de vendre son club de football qui depuis va très mal. Les Américains l'ont racheté, mais le club de Chelsea ne va plus bien du tout depuis qu'Abramovich l'a vendu et parti. Donc, vous savez que ces gens fonctionnent sur le mensonge et sur la prédation. Et c'est un de ces exemples. Alors, la Russie a résisté et est en train de résister victorieusement. Ceci aura des conséquences économiques. Ce n'aura pas seulement des conséquences géopolitiques. La Russie est en train de se réorganiser et la Russie sortira beaucoup plus forte qu'avant. D'ailleurs, avant-hier, la Banque mondiale a donné les prévisions de croissance. La Russie est le pays qui aura la plus grande croissance dans toute l'Europe, et y compris même les États-Unis. Et ce ne sont pas mes chiffres, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Alors, je vous coupe, François Dengoué. Lorsque vous dites avant-hier, nous sommes le 29 août 2023, donc ces prévisions datent du 26 août 2023, c'est bien cela? D'accord. Donc, donc ça, c'est la première chose du côté russe. Et la Russie, c'est un pays immense, 17 millions de kilomètres carrés, qui a presque toutes les ressources naturelles pour vivre en vase clos. Ensuite, la Russie, c'est une force de travail. Environ 140 à 150 millions d'habitants et une force de travail de qualité. Les Russes sont parmi les meilleurs mathématiciens du monde, sont parmi les meilleurs physiciens du monde. Ils ont
une école qui fabrique chaque année un nombre suffisant d'ingénieurs de qualité et à tous les niveaux, ils ont des compétences. S'ils ne l'avaient pas, ils seraient écrasés et depuis longtemps. Leur faiblesse, c'est que la taille de la population, comme le reste de l'autre, est petite et que la population, là aussi, est vieillissante. Bon, mais on verra comment ils vont s'adapter. Mais la Fédération de Russie reste un pays qui sera debout, qui sera un acteur majeur économique important. Et donc, résistant à l'Europe et devenant sûrement le pays le plus prospère en Europe, parce que l'Allemagne va devant des difficultés dont nous ne pouvons pas encore soupçonner l'ampleur, surtout ayant perdu ses capacités, cette possibilité d'acheter, d'avoir l'énergie à bon prix. Avec le gazoduc Nord Stream qui a été bombardé, on ne sait pas qui. Oh non, vous savez bien, je sais ce que je souhaite. Non, je vous sais faites pas. de l'ironie. Non, je ne sais pas. Pour un journaliste de votre acabit, je suis sûr que vous savez qui c'est et que... Je déclare que je n'ai rien à déclarer là-dessus. Je vis en France. Bien. Et donc, la Russie, astucieusement, a desserré tous les étaux qu'on voulait mettre autour d'elle. Et non seulement ça, elle est en train d'étendre son action au sein des BRICS. Et vous voyez que les BRICS viennent d'accueillir 6 nouveaux membres. Et pas des moindres, l'Iran, voilà. l'Arabie Saoudite, l'Égypte, économie forte africaine, l'Éthiopie, économie forte africaine, et les Émirats arabes unis. Alors, lorsqu'on a l'Iran et l'Arabie Saoudite avec soi, on a un peu tué le dollar quelque part, surtout au niveau de l'Arabie Saoudite, là. Excellent. Excellente remarque, parce que l'Arabie Saoudite est le premier exportateur de pétrole au monde. Vous ajoutez l'Arabie Saoudite, vous ajoutez la Russie, la Fédération de Russie, qui est un très grand exportateur d'hydrocarbures. Vous ajoutez les Émirats et vous ajoutez l'Iran. Vous avez là le poids lourd en termes d'énergie. 80% du pétrole. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas isoler la Russie. C'est une lubie. Enfin, je ne sais pas comment les dirigeants européens se sont laissés embarquer dans cette chose, eux qui n'ont pas d'énergie et qui en voudront. Ce n'est pas possible. Donc, la Russie s'étend et a engagé ce qu'on appelle la dédollarisation. La Russie est le fer de lance de la dédollarisation que le mouvement des BRICS, et il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui là aussi est en train de s'étendre. On n'a pas idée parce qu'on est en Europe, on est aux États-Unis, en Amérique, mais la masse de la population et la masse terrestre que représentent les BRICS et la coopération de l'Organisation de la coopération de Shanghai rend les États-Unis nains. Et si chaque pays devait vivre de sa production sans la prédation que le dollar permet aux États-Unis, et sans les faux calculs économiques que l'on enseigne, de mon point de vue, et je peux le démontrer, les États-Unis n'entrent même pas parmi les 5 premières puissances économiques du monde. Ah, et l'Europe alors? Non, l'Europe, c'est encore plus loin en arrière. C'est encore plus loin en arrière. Si je pouvais vous donner, moi je mettrais en premier lieu la Chine. La Chine est la première économie et ne vous fiez pas au PIB. Ne vous fiez pas au PIB parce que le PIB est trompeur. La preuve, on dit tous les jours, ah, la Russie a le PIB de l'Italie ou de l'Espagne. Vous croyez que si l'économie et la force d'un pays se mesurait au PIB, la Russie résisterait à 50 pays qui l'agressent depuis bientôt 2 ans? Bon, qui l'agresse, ça sont vos propos, hein? Vous êtes responsable de vos propos. Donc, c'est pas moi qui le dis. Je peux vous dire, Monsieur Robert Francis Kennedy Jr., qui est je l'ai écouté, il l'a dit, oui, il a dit Robert voilà. Kennedy. Je peux vous citer le professeur John Mearsheimer, qui dit la même chose. Je peux vous citer... Je vais vous ajouter quelqu'un, si vous permettez. Il y a la candidate au sénatorial de l'État de New York, Diana Serre, que j'avais interviewée ici à Paris le 17 septembre 2022,
qui a tenu les mêmes propos. Figurez-vous que j'ai publié cela, ça a été censuré sur TikTok. Voilà, donc on censure même une interview politique qui tient des propos comme les vôtres. Donc, j'espère que ceci ne sera pas censuré. Bien, utilisons encore le peu de liberté que nous avons et la possibilité que vous me donnez de parler. Mais je signalais juste, je peux vous citer 12 parmi les meilleurs spécialistes de politique étrangère qui disent exactement la même chose. Donc, la Russie donc, est en train de desserrer les taux de façon victorieuse. L'économie russe produit et continuera de produire. Et au sein des BRICS, la Russie fait partie à la fois des BRICS et de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Elle ne pourra jamais être isolée. Son économie sera prospère. La force et la qualité de la ressource humaine russe lui permettra de continuer. Maintenant, le volet africain. Tout à fait. L'Afrique a la capacité, et c'est ça qui me désole, d'être une super Chine. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis, c'est 9, la Chine, c'est 9. C'est-à-dire que vous mélangez les États-Unis et la Chine, ça fait presque la moitié de l'Afrique. Et en termes de population, l'Afrique va être 2 milliards. L'Afrique va dépasser tous ces pays-là de très loin. Or, il n'y a qu'une et une seule façon de produire la richesse. Il n'y en a pas deux. C'est d'appliquer le travail intelligent de l'homme aux ressources naturelles. L'Afrique est dotée des deux et est peut-être le continent qui a le plus des deux en notre temps. Il ne faut pas attendre que tout le monde soit des docteurs, des ingénieurs. Il faut trouver du travail. Et l'Afrique a les ressources naturelles. Figurez-vous que sans les ressources naturelles de l'Afrique, il n'y a pas d'industrie moderne possible. Or, les Africains se sont laissés diviser. Ils n'ont pas suivi ce que le président Nkrumah avait promu dès les années 1960 et ils ont continué, chacun voulant être le petit président de son petit pays. Et en fait, leur division signe leur impuissance. Heureusement, maintenant, nous revoyons le panafricanisme qui est en train de revenir. Ça tâtonne un peu, mais je ne vois pas un autre courant politique au niveau du continent qui soit plus vivace aujourd'hui que le panafricanisme, et c'est ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Parce que si l'Afrique se réunit, et surtout si l'Afrique adopte la politique monétaire que nous conseillons depuis plus de 20 ans, et que j'ai formalisée dans une théorie monétaire qui s'appelle la théorie vectorielle de la monnaie, si l'Afrique adopte la théorie vectorielle de la monnaie, si elle s'unit, je ne donne pas une génération pour que l'Afrique, pour que les Africains soient les hommes les plus prospères sur cette terre. Et c'est justement ceux qui savent cela, ils le savent d'ailleurs, les adversaires de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils ont divisé les Africains à la conférence de Versailles, qui était du 15 novembre 84 au 26 février 85. Et c'est pour ça qu'ils ont maintenu la division de l'Afrique. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de maintenir cette division. Donc, pour résumer, la Russie, résistant victorieusement à la guerre qu'on lui a imposée, cela aura des conséquences non seulement géopolitiques, mais des conséquences économiques immédiates. La Russie, élargissant son cercle par les BRICS et par l'Organisation de la coopération de Shanghai, sera encore plus forte. Parce que le potentiel de croissance économique de ces deux ensembles est peut-être 10 fois plus important que le potentiel économique réuni des pays du G7. Les pays du G7 ont épuisé quasiment leur potentiel de croissance. Quand je parle de potentiel de croissance, ça ramène aux deux éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ressources naturelles, les hommes et la terre. Et maintenant, l'Afrique, si elle arrive à se réunir, à se réunifier et à s'organiser autour d'une monnaie unique,
ou d'un minimum de mise ensemble des ressources, l'Afrique va se débarrasser du poison que constitue le dollar, avoir sa propre monnaie, exiger qu'on achète ses matières premières ou ensuite ses produits finis parce que l'Afrique doit transformer ses matières premières, mais exiger qu'on fasse du commerce avec elle, non pas avec le dollar, non pas avec l'euro, mais avec la monnaie africaine. Et vous savez que c'est cette mesure qui a permis au rouble de résister. Tout à fait. Dernière question, François Dengue. Que pensez-vous des monnaies numériques qui naissent ça et là? Oh là là, pour une dernière question, vraiment, vous me donnez un coup de massue sur la tête parce que Faites un résumé, on reviendra dessus. non, je vais peut-être décevoir certains. Moi, je suis très sceptique sur les crypto-monnaies. J'ai parlé des monnaies numériques, pas des crypto-monnaies forcément. Alors, quand vous dites monnaie numérique, est-ce que vous parlez de monnaie numérique de banque centrale? Ben oui, par exemple. Bon, ça c'est autre chose. Et merci de faire la distinction. Moi, je peux être d'accord pour les monnaies numériques de banque centrale, c'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'avoir la version papier ou la version pièce, disons, du franc CFA, on est la version numérique. Ça, c'est une avancée parce que fabriquer de la monnaie, ça coûte de l'argent, ça peut diminuer au niveau de la banque centrale, ça peut diminuer les charges de la banque centrale. Et ça peut faciliter, ça peut fluidifier les échanges commerciaux. Par exemple, pour vous, vous n'avez plus besoin d'avoir toujours de la monnaie dans votre portefeuille. Vous savez que votre monnaie est quelque part. Mais cela a deux dangers. Cela a deux dangers que les citoyens qui relèvent de la politique et de la liberté des citoyens. Premièrement, la monnaie électronique de banque centrale ne doit pas venir chasser ou éliminer les billets et les pièces. D'accord, le fiduciaire en fait. Voilà. Parce que quand vous avez dans vos poches des pièces et des monnaies, c'est votre puissance, c'est une puissance que vous avez dans votre poche. Et vous êtes libre de l'utiliser comme vous voulez. Alors qu'une monnaie électronique de banque centrale, la banque centrale peut à un moment donné, vous refuser même d'avoir accès à votre monnaie. Ah bon? À votre argent. Mais bien sûr, puisque c'est électronique, c'est eux qui contrôlent tout. Si le gouvernement dit non, 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 celui-là, si on vous cible, c'est comme vous avez une carte bancaire, mais si la banque veut, elle peut bloquer votre carte bancaire. Ici, nous serions dans la même chose, dans une même configuration, mais à l'échelle de la Banque centrale qui aura à gérer tout cela. Donc, il y a le danger d'élimination des pièces et des billets. Moi, je suis pour que les pièces et les billets existent toujours, surtout dans un continent comme l'Afrique, où tout le monde ne peut pas avoir accès du jour au lendemain aux monnaies électroniques qui demandent soit des téléphones portables sophistiqués, où il n'y a même pas toujours l'électricité pour alimenter, même quand vous avez cela. Mais François Dengue, le seul moyen de contourner ce blocus que les banques peuvent émettre à l'encontre d'un individu, c'est la DeFi. Et la DeFi, c'est la crypto-monnaie. Et vous n'y croyez pas non plus. Alors, et là, ça revient à ma deuxième réserve, c'est que moi, je ne suis que ce que je peux contrôler. Et quand je dis ça, je parle d'une nation ou d'un pays. Moi, je ne veux utiliser que ce que je peux contrôler ou sur lequel j'ai un pouvoir de contrôle suffisant. Par exemple, même quand je parlais de la monnaie électronique de banque centrale, on peut encore avoir un contrôle parce qu'on peut contrôler les banquiers centraux. Mais les crypto-monnaies, on ne sait pas très bien qui contrôle cela. Et encore les Africains. Et surtout, je ne crois pas aux gens qui disent que personne ne contrôle. Moi, je suis sûr que quelque part, les Américains, c'est du jour au lendemain, puisque tout cela, vous voyez que il vient de mettre en prison celui qui était dans les FTX, l'Américain qui avait fait les crypto-monnaies et qui va passer peut-être 40 ans en prison aux États-Unis. Ça veut dire que on peut dire que les choses, on ne sait pas qui contrôle, mais derrière,
moi, les Américains ou les autres, enfin, ou les pays qui ont la capacité contrôlent. Donc, ne pensez pas que parce qu'on dit les crypto-monnaies, ah, personne ne contrôle, on contrôle. Et ensuite, les crypto-monnaies, ça peut être un bon outil d'investissement pour des individus. Vous pouvez gagner de l'argent parce que ça peut coûter aujourd'hui, vous achetez à 10, demain ça vaut 1000, vous gagnez de l'argent. Mais en tant que nation, si vous avez à gérer une nation, le rôle de la monnaie n'est pas d'être un instrument de spéculation monétaire. C'est un instrument. Vous connaissez les 3 fonctions de la monnaie, mais l'instrument monétaire n'a pas vocation à être un instrument de spéculation. Et le côté sur lequel je voudrais insister pour marquer ma réserve, c'est l'absence de contrôle. Si les Africains pouvaient contrôler les crypto-monnaies individuellement, ou bien, quand je dis individuellement, par État, ou bien l'ensemble de l'État, un organisme vers lequel on peut se retourner en cas de défaillance, très bien, je serai pour les crypto-monnaies. Mais comme ce n'est pas le cas, je suis très, très réservé. Et les expériences d'ailleurs de pays qui ont adopté les crypto-monnaies comme le Costa Rica, je crois qu'ils sont en train d'en revenir. Et en Afrique, on a parlé du Centrafrique, je ne sais pas ce que ça a donné ou ce que ça a changé. Le Sango Coin de la République centrafricaine a pris 225% récemment. Voilà. Donc, c'est comme je dis, c'est de la spéculation. La monnaie n'a pas vocation à être un instrument de spéculation. Ça peut enrichir des individus. Là, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas ça le but d'une monnaie. Le but d'une monnaie, c'est d'être un instrument d'échange prévisible qui ne perd pas sa valeur. Mais comme si ça a pris 200% aujourd'hui, ça peut prendre 300% en moins demain. En effet. Bon, écoutez, merci beaucoup, François Dingoué, pour cette première sur JMTV+. J'espère que vous reviendrez car il faudrait que nous parlions des réserves fédérales américaines qui refusent d'être auditées depuis 110 ans maintenant. Et qu'on parle du dollar qui est une monnaie un peu prédatrice sur le monde entier dans une prochaine émission. Est-ce que ce serait possible? Écoutez, je voudrais pour terminer dire 2 choses. Oui. Premièrement, je vous remercie pour cette invitation. Il y a longtemps que vous m'aviez sollicité, plusieurs années que vous m'avez sollicité. Et moi, j'étais un téléspectateur assidu de votre émission, mais malheureusement, il y a plusieurs années, comme je n'ai jamais eu le temps. J'aurais aimé venir dans vos studios. Votre façon de faire était très professionnelle. Et je voyais que vous aviez une parole libre. Vous parliez comme un homme libre. Et c'est ce que j'ai toujours aimé. Et deuxièmement, je voudrais demander à ceux qui nous écoutent de vous soutenir. Les gens n'ont pas idée de la somme de travail que cela représente. Ouais. Les gens n'ont pas idée des contraintes qui s'exercent contre vous et la censure dont vous avez été victime et qui vous a enlevé vos comptes sur YouTube et sur d'autres plateformes, qui montrent que, comme je le disais au départ, tous ces pays qui prétendent soutenir la liberté d'expression ne sont pas des pays de liberté d'expression. Du tout. Et quand nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme vous qui fait des recherches, qui fait un effort d'apporter une information, un Africain comme vous, compétent dans son domaine, qui a prouvé, y compris dans un environnement où il travaillait avec les Européens, qu'il est compétent et qu'il continue malgré tous les obstacles qu'il rencontre, il faudrait que nous autres Africains, nous supportions à l'intérieur de notre communauté des gens comme vous qui font l'effort de continuer à nous informer. Parce que vous savez que l'information est non seulement un outil, c'est aussi un instrument et on pourrait même dire que c'est une arme. Les gens réagissent aux informations, où qu'ils soient. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un niveau très, très élevé. L'information arrive aux personnes et à partir de cette information, les gens vont réagir. Et c'est la réaction accumulée de la population et d'une grande masse qui fera changer positivement les choses en Afrique. Merci. Dites-le autour de vous, dites-le aux intellectuels africains et même américains, pas qu'africains, tous ceux qui
aime la liberté, la vraie liberté de la presse, dites-leur, oui, JMTV+ a besoin d'argent pour continuer de fonctionner. C'est extrêmement difficile de se battre tout seul, donc vous faites bien de l'évoquer. Je compte sur vous en premier, sur votre entourage et même au-delà. Voilà, merci encore François Dengué. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Restez connectés sur www.jmtvplus.com. Voilà, c'est sur notre site que vous pouvez désormais librement nous suivre car YouTube n'appartient pas à JMTV+, Facebook, tous ces réseaux sociaux ne nous appartiennent pas, mais JMTV+, nous appartient. À très bientôt sur ce même plateau avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardons la banane. À bientôt. Bye bye.